eh bien, vous allez comprendre comment il est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Vous partez pour le comprendre de sa vision des femmes. Comment vous la qualifieriez, sa vision des femmes? Compliqué. Un autre adjectif? Je pense que c'est quelqu'un qui a une vision des publique, des femmes, qui est volontairement provocatrice. Exemple, Éric Zemmour a une thèse: quand les femmes arrivent quelque part dans un domaine, l'autorité disparaît. C'était en mars 2013, il était au micro de Ruth Elkrieff sur BFM TV. Depuis 20 ans, il y a une montée de la présence féminine dans la vie politique, dans les classes politiques. Or, parallèlement, concomitamment, le pouvoir s'évapore du politique. Mais c'est aussi la progression de la société, tout simplement. Mais pas du tout. Dans les milieux où il y a vraiment le pouvoir, il n'y a pas de femmes. Elles n'incarnent pas le pouvoir. C'est comme ça. Je vous dis, le pouvoir s'évapore dès qu'elles arrivent. Et paradoxe, le seul mouvement politique présidé par une femme, c'est le Rassemblement National, et s'embarrasse beaucoup les adversaires d'Éric Zemmour, à commencer par l'ultra-gauche, les socialistes, la France Insoumise. Et l'ultra-droite aussi. Exactement, l'ultra-droite, sauf le Rassemblement National, puisque Oui, c'est Marine Le Pen qui est à la tête. Mais sur les femmes, ils sont très gênés. Ah oui? Et vous allez le découvrir aussi dans le documentaire. Vous allez voir que sur sa vision de la femme, eh bien, voilà, ils sont très gênés par cette position qu'il peut avoir, et qui est une posture, parce que certains aussi en parlent en privé dans le documentaire, et Éric Zemmour dans le privé n'est pas du tout comme ça. C'est ce que disent tous les gens interviewés dans ce documentaire. Ils disent qu'Éric Zemmour est absolument charmant dans le privé, et y compris ses propres adversaires. Éric Zemmour a été condamné 5 fois, il a été 5 fois mis en examen, 3 fois condamné pour provocation à la haine, et même après ces condamnations, il persiste et signe. Vous parliez de provocation, Rachid Embarki, exemple, quand il est interrogé par le cinéaste Ariel Zeytoun au sujet des banlieues, selon lui, selon Zemmour, banlieues islamisées. Aujourd'hui, les gens viennent et ils vivent comme au pays. Et ils donnent des prénoms du pays à leurs enfants, ils regardent les télévisions locales, enfin de leur pays, ils parlent arabe ou une autre dialecte, une autre langue à la maison. Donc pour moi, ça s'appelle un colonisateur. Alors vous rappelez que ce genre de déclaration a causé un grand scandale, notamment le ministre de l'Intérieur de l'époque, Bernard Cazeneuve, avait pris position contre ces dires, mais personne n'argumente contre lui, pas même votre reportage. Est-ce que ce que dit Zemmour est vrai? Non, ce que dit Zemmour est faux. Et j'en suis l'exemple vivant. Je m'appelle Rachid Embarki, je vous donnerai pas les prénoms de mes enfants, mais c'est pas des prénoms du tout venus de je ne sais où. Bref, peu importe. Parce qu'il y avait la polémique que vous citez, je vais pas la citer ici, mais il reprochait à Absatoussi que ses parents l'aient appelé Absatou, lui préférait Corinne. Voilà. Ouais, mais lui, il s'appelle Eric. Eric, c'est pas un prénom biblique. Ben non. C'est un prénom germanique. Ben voilà. Donc on pourrait en parler aussi. Mais à la limite, ça c'est, on va pas entrer dans son jeu, si j'ose dire. Nous, on essaye de observer. Voilà, c'est un certain nombre de déclarations qu'il a pu faire, et on essaye de les analyser, de les comprendre et de savoir pourquoi il a fait ce type de déclaration. Et justement, oui, dans la recherche du pourquoi Zemmour place-t-il l'immigration au centre de son discours? Et le doc, justement, revient sur son histoire personnelle. On le voit là où il était, enfant d'immigrés, avec ses parents, Roger et Lucette, juifs algériens, arrivé à la fin des années 50 à Drancy, et on voit des images de Zemmour à Drancy. Effectivement, on voit des images de lui à Drancy, et c'est d'autant plus criant, c'est-à-dire qu'on se demande où est-ce qu'est la revanche dans tout ça. Et est-ce qu'il y en a une d'abord? Et s'il y en a une, pourquoi cette revanche-là? Et ce qui est assez étonnant, c'est que finalement, il a complètement édulcoré cette partie de sa vie pour maintenant en faire un fonds de commerce, un peu, parce que je dis fonds de commerce volontairement, parce qu'il vend beaucoup de livres.